Alors en fait, il se trouve que Sens commun, donc le mouvement que j'ai fondé, organise samedi des états généraux sur le thème culture et identité, puisque la culture a été totalement abandonnée par la droite depuis des années et laissée comme un os à ronger à la gauche, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Et il y a un intervenant qui a annulé sa venue il y a 2 heures, donc j'ai dû retrouver un autre intervenant, ce qui m'a empêché de relire un peu mon intervention ce soir. Donc j'espère que ce ne sera pas trop décousu d'avance, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Alors, avant d'en venir au vif du sujet, j'aimerais préciser un point, au risque de vous décevoir. Je ne suis pas une opposante farouche à Kapoor, parce que je considère que certaines de ses œuvres méritent le nom d'œuvres d'art. Mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas le cas de celle qui massacre actuellement le parc de Versailles. Je ne sais pas si vous avez vu une œuvre de Kapoor qui est à Chicago et qui se fond parfaitement dans le décor de Chicago, qui est très réussi, parce qu'elle s'harmonise admirablement bien avec les buildings, les gratte-ciel. Or là, comme on l'a dit précédemment très justement, c'est le chaos qui surgit dans un jardin bien ordonné, bien harmonieux, ce qui est tout à fait, je dirais pas scandaleux, je dirais bien plus absurde. Et alors, le problème, c'est que quand vous avez l'outrecuidance de dénoncer un peu cette absurdité, vous voyez aussitôt affubler des doux noms d'oiseaux, de réactionnaires, de rétrogrades, enfin vous connaissez la chanson mieux que moi. Et il y a aussi une accusation qui vient souvent, c'est celle de se conduire comme ces bourgeois au XIXe siècle qui empêchaient Manet d'afficher son déjeuner sur l'herbe ou son Olympia. Au fond, nous serions, c'est une survivance de ces bourgeois du XIXe siècle, et nous serions des espèces d'immigrés de l'intérieur, incapables de vivre avec leur époque, avec leur temps, et surtout opposés à toute forme de modernité et de production artistique contemporaine. Or, cette accusation est fondée sur un mensonge que j'aimerais dénoncer ce soir. Vous êtes d'accord avec moi que par art contemporain, logiquement, on devrait entendre toute forme, toute production actuelle d'art, toute forme d'art actuelle contemporaine. Or, il se trouve, et c'est un cas particulier qui est propre à la France, il se trouve qu'en France, le ministère de la Culture appelle art contemporain une infime partie de la production artistique actuelle. Et un art très particulier d'art contemporain qu'on appelle plus communément le financial art, l'art financier. Et donc je vous propose brièvement d'examiner ensemble les fondements idéologiques de cet art dont l'œuvre de Kapoor est absolument caractéristique. Premier fondement de cet art, c'est une redéfinition idéologique de l'art. C'est-à-dire qu'on part non plus de l'œuvre d'art, mais de l'artiste. Tout objet peut être érigé au statut d'œuvre d'art par la volonté de l'artiste. Donc c'est l'artiste qui décide si tel ou tel objet va être une œuvre d'art. Donc vous le comprenez, ça amène à accorder beaucoup plus d'importance au discours sur l'art qu'à l'œuvre d'art elle-même. Et ça d'ailleurs votre maire l'a très bien souligné dans une récente tribune dans le Figaro. Au fond, on parle bien plus de l'œuvre d'art, de la polémique sur l'œuvre d'art que de l'œuvre d'art en tant que telle, si tant est qu'on puisse parler d'œuvre d'art, bien sûr. Deuxième caractéristique de ce financial art, c'est sa finalité philosophique, qui est le scandale et la subversion. Et là, on est évidemment très embêté parce que, au fond, en se scandalisant, c'est sûr qu'on répond à la finalité philosophique de cette œuvre d'art. Alors pourquoi est-ce que c'est le scandale ? Tout simplement parce que la philosophie qu'il y a derrière cette œuvre d'art, c'est le nihilisme. Qu'est-ce que le nihilisme ? C'est de dire, au fond, notre existence n'a pas de sens, elle est absurde, il n'y a pas de valeur en soi. Et donc, s'il n'y a pas de valeur en soi, je suis moi-même la mesure de toute chose, puisqu'il n'y a pas d'ordre à l'extérieur. Donc, je définis moi-même ma propre morale, mon propre ordre. Et donc, toutes les règles, toutes les normes, tout ordre moral qui me serait imposé de l'extérieur devient insupportable et doit être battu en brèche. Et comment faire pour le faire voler en éclats ? Eh bien, créer le scandale, la subversion par mon œuvre d'art. Pourquoi ? Parce que plus je crée le scandale, plus j'étends le seuil de tolérance, et à force de scandale, plus rien ne paraît scandaleux. Donc c'est un moyen de retourner l'ordre moral et l'ordre public à force de scandale et de subversion. Comme c'est un art nihiliste, et qu'il affirme qu'il n'y a dans le monde aucun sens, vous êtes d'accord pour dire que s'il n'y a aucun sens, aucune logique à trouver, à ce moment-là, la raison ne me sert à rien. L'intelligence ne me sert à rien.
Et si l'intelligence ne me sert à rien, alors qu'est-ce qu'il me reste? C'est ma volonté et mon corps. Or, cet art est un art qui, en plus d'être nihiliste, c'est logique, est foncièrement matérialiste et va se vautrer dans une corporéité, dans une matérialité brute. Et on nous accuse souvent, au fond, de faire ce scandale parce qu'il y a des notions de sexualité qui sont évoquées par ces soi-disant œuvres d'art. Mais il faut retourner l'accusation, c'est pas nous qui sommes obsédés, c'est ces artistes qui sont obsédés parce que leur art se vautre dans la sexualité, même pas la sexualité, la pornographie pourrait-on dire. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des œuvres d'art qui suggèrent, qui dévoilent, ce sont des œuvres d'art qui exhibent. Ce ne sont pas des œuvres d'art qui sont dans la sensualité ou même l'érotisme, ce sont des œuvres d'art qui sont dans la pornographie. François-Xavier Bellamy a parlé à juste titre d'une sorte de régression infantile, de régression vers le stade anal, pour reprendre l'expression de la psychanalyse, et c'est tout à fait vrai. Ces artistes sont des artistes infantilisants, auxquels il ne reste plus, puisqu'il y a une perte totale de sens de l'existence, auxquels il ne reste plus que leurs pulsions, et ces pulsions se traduisent par une approche crue de la corporéité et de la matérialité. Et je pense qu'on l'a vu aussi avec l'histoire du plug anal. Autre curieuse réalisation. Autre point de ce financial art, il y a bien sûr la finalité financière. Pourquoi? Parce que ce financial art a pour but de créer la spéculation financière. Alors comment créer cette spéculation financière? D'abord, il faut trouver un écrin magnifique. Versailles, quel meilleur site pour abriter mon œuvre d'art. Et donc je vais exposer mon œuvre d'art dans un endroit qui la mette bien en valeur. On peut dire que là, c'est réussi. Et on prend ensuite une magnifique photo, un selfie géant qui va faire le buzz sur Internet et qui va accroître ainsi la cote de mon œuvre. Mais cela ne suffisait pas. Kapoor a été très très intelligent, c'est-à-dire qu'il a créé la polémique, puisqu'il fallait aussi créer le scandale, dans son interview au JDD, en parlant de vagin de la reine. Vous l'avez bien lu, ce qui a fait partir la polémique et ce qui a fait partir le buzz évidemment, et donc accroît encore davantage le prix et la valeur de son œuvre. Donc, on voit que cette œuvre est mue au fond, non pas par la finalité du beau, non pas par l'art en tant que tel, mais par l'appât du gain. C'est un art, en plus d'être nihiliste et monétariste, c'est un art qui est radicalement monétariste. Dernier point du financial art, c'est un art qui affirme le primat, et ça c'est important, qui affirme le primat du faire savoir sur le savoir-faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vous ai dit que les discours sur l'objet avaient plus d'importance que l'objet. Le financial art ne peut pas se passer du faire savoir, c'est-à-dire de la médiation culturelle. L'œuvre ne vous parle pas. Vous vous demandez ce que c'est. Il y a beaucoup de touristes qui se demandaient pourquoi il y avait des travaux de plomberie à Versailles dans les jardins. Alors vous vous demandez ce que c'est, et heureusement, le ministère de la Culture consacre des sommes d'argent absolument astronomiques à la médiation culturelle. Donc il y a des gentils étudiants en arts plastiques qui vont venir et qui vont vous expliquer de quoi ils retournent. Mais si l'œuvre d'art ne me parle plus, si l'œuvre d'art n'a plus rien à me dire en dehors de ce que m'en dit un médiateur culturel, c'est peut-être qu'il y a un problème. Si l'œuvre d'art devient à ce point hermétique, eh bien à mon avis, cela traduit et trahit c'est l'aveu patent d'un échec de l'art et surtout d'un échec de notre politique culturelle. Alors on dit beaucoup, oui, mais tu comprends, cette œuvre nous interpelle, cette œuvre m'interroge, elle nous interroge. Et les gens ont tout à fait raison, c'est vrai. Ce financial art doit nous interroger, mais encore faut-il se poser les bonnes questions. Il doit nous interroger tout d'abord sur les conditions d'achat de ces œuvres, qui sont extrêmement opaques. Personne ne peut savoir combien ces œuvres sont achetées par l'État français. Pourquoi? Certains députés ont demandé à ce qu'on lève le secret autour de ces achats, et il se trouve que le ministère de la Culture a répondu « Non, secret commercial, on ne peut pas vous dire ». Eh bien, il serait bon de rappeler que ces œuvres sont financées grâce à l'argent des contribuables, grâce à notre argent, et que nous sommes tout à fait fondés à demander à quoi notre argent est destiné et surtout à combien nous avons acheté telle ou telle horreur. Ensuite, deuxième interrogation que suscitent chez nous ces œuvres d'art, c'est la question de l'opacité, non plus du financement, mais de la sélection. Qui sélectionne ces œuvres d'art? Alors, ce n'est pas vous, manifestement, ce n'est pas nous.
Alors je pense que vous connaissez au niveau de l'éducation nationale le CFP, le Conseil supérieur des programmes. Vous savez, qui a défini ces nouveaux programmes sans consulter personne, alors que c'était des gens qui n'enseignaient plus depuis des années. Eh bien, figurez-vous qu'au ministère de la Culture, on a à peu près la même chose. C'est un corps d'inspecteurs et de conseillers de la création qui a été fondé dans les années 80. Et donc, c'est quelques personnes, on ne sait pas trop qui vont définir ce qui relève ou non de la création artistique en France. Grosso modo, ce sont ces quelques personnes qui vont définir quel artiste mérite de voir ses créations érigées au rang de création et qui mérite de voir ses créations achetées surtout par l'État. Et donc, ce corps d'inspecteurs a peu à peu mis en réseau un certain nombre de médias, de galeries, de salles de vente pour favoriser un nombre très réduit d'artistes qui faisaient quoi? Du financial art. C'est-à-dire que tous les autres artistes qui ne répondent pas aux critères du financial art, c'est-à-dire qui ne considèrent pas leur art comme un produit marketing, sont ostracisés par ce système. Alors je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça de la censure économique. Alors comment faire pour sortir de ce système qui est finalement un travers de l'État français, le travers qui consiste à vouloir tout contrôler, y compris la création artistique? Eh bien tout simplement en donnant peut-être plus d'initiative à la société civile. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Une par la Maison des artistes qui dit écoutez, en France, nous avons enregistré 54 000 artistes. Eh bien 42% de ces 54 000 artistes vivent avec seulement 350 € par an. C'est-à-dire que pendant qu'on fait la promotion de Capour, il y a des milliers de créateurs authentiques en France qui meurent de faim. Alors, comment faire pour les promouvoir? Eh bien, promouvoir le mécénat populaire, c'est-à-dire faire des aides fiscales qui permettraient aux ménages qui souhaitent acheter des œuvres d'art de bénéficier d'aides fiscales et encourager une création qui fasse la promotion d'un monde qui ne soit pas seulement dirigé par le dieu argent. Il y aurait d'autres propositions, par exemple, toutes simples pour Versailles. Après tout, les jardins de Versailles, le château de Versailles, cela relève du patrimoine national. Donc il me semble normal que le public participe un minimum à la sélection des œuvres d'art qui nous seront imposées, puisqu'elles ne sont pas cachées, elles sont exposées à la vue de tous. Pourquoi, à l'heure du numérique, ne pas créer un vote en ligne, une sélection en ligne, une sorte de concours en ligne, où le public aurait son mot à dire dans la sélection des œuvres qui seront exposées à Versailles? Très honnêtement, c'est simple et cela permettrait de briser un peu la censure économique de l'État. Il s'agit de redonner le goût de créer et de proposer de nouvelles visions du monde en dehors de l'attrait du gain promu par le financial art. Et enfin, pour finir sur une note d'espérance, cette espérance propre aux veilleurs, je vous invite à considérer une réalisation contemporaine à Versailles qui est une vraie réussite, en tout cas de mon point de vue, qui est celle du nouveau bosquet du Théâtre d'eau, qui a fait appel à l'artiste Ottoniel pour créer une nouvelle fontaine, une fontaine qui allie modernité et tradition. Et peut-être qu'au fond, la solution, elle est là. Elle est de vivre différemment notre rapport au passé. Non pas sur le mode de la subversion, non pas sur le mode de la transgression, de la rupture radicale, mais sur le mode du respect. Respecter l'esprit des lieux, faire advenir des formes nouvelles d'art, tout en assimilant parfaitement la tradition, tout en ayant envers la tradition un respect profond qui soit capable de faire jaillir des formes nouvelles, mais admirables et belles. Merci beaucoup. Merci.